Dans le podcast de cette semaine, on parle du Tokyo Game Market de l'automne 2025 en compagnie d'Iso Bretnik. The beat of the drums echoes in the pulse beat of the young braves. Salut les joueuses, salut les joueurs, je suis Paul Gara. On se retrouve pour une nouvelle émission et je suis en compagnie de Iso Bretnik. Salut Iso. Salut tout le monde, salut Paul Gara. Comment tu vas ? Bah écoute, ça va pas trop mal. Autant qu'on peut aller en 2026, depuis le début de l'année. Toutes les émissions que j'ai enregistrées avant 2026, tu sais, c'était assez encore enthousiaste. Bon là, depuis le début de l'année, c'est de moins en moins enthousiaste. Ouais, tout va bien se passer, tout va bien se passer. Ouais. Bon, les auditeurs, auditrices sans doute, si t'es là, c'est parce que on va parler des jeux du Tokyo Game Market, puisque oui. Ah bon ? Ouais. Mais j'étais pas prévenu, je suis pas préparé. T'es pas préparé, est-ce que tu connais vraiment d'ailleurs ? Est-ce que on peut dire que t'es un spécialiste ? Non. Pas vraiment. Non, pas vraiment. Bon. Écoute, tant pis, on va le faire quand même, même si on n'a rien préparé, c'est pas grave, c'est pas ça qui va nous arrêter. Oui, parce que on revient sur chacun des Tokyo Game Market. Pour rappel, il y en a 2 par an, oui. Un au printemps, un à l'automne. Et donc, le dernier en date, c'est celui qui s'est déroulé sur le week-end du 22-23 novembre. Exactement. Voilà, auquel tu es allé. Donc là, je sais plus, donc ça fait 1 an maintenant que c'est dans le nouveau lieu, c'est ça ? Parce que je crois que la dernière fois, c'était déjà le cas. Ils ont changé la localisation en fait du... Exactement, ils sont passés du Big Sight qui est dans le coin de Odaiba, qui est un coin vraiment super cool, près de la mer, etc. Ils sont partis sur Makuhari, qui est donc un lieu qui est très connu pour les expositions. C'est comme le parc des expositions à Paris, en gros, pour résumer. C'est la 3e ou 4e édition déjà qui a lieu là-bas. Oui, il me semble que déjà il y a 1 an, donc quand on avait parlé de l'édition de l'automne 2024, c'était la première fois, il me semble de mémoire, que c'était le changement s'était opéré en fait de lieu. Et que tu me disais que c'était beaucoup plus décentré par rapport à Tokyo, quoi. Enfin, c'était beaucoup plus loin. Ouais, c'est une 30aine de minutes en fait du centre de Tokyo. Après, c'est un lieu que les gens qui vivent à Tokyo utilisent, fréquentent assez régulièrement, parce que quand il y a des grandes expositions, quand il y a le TGS, par exemple le Tokyo Game Show, ce sont des événements qui ont lieu à Makuhari, parce que c'est un lieu qui permet d'accueillir beaucoup plus de gens, avec des halls beaucoup plus grands, bien plus grands que le Big Sight, même si le Big Sight est plus sympa en termes d'ambiance. Ouais. Mais c'est, je pense, plus pratique et pour les organisateurs du Tokyo Game Market, donc la branche spécialisée Darklight qui gère ça. C'est moins pratique pour les visiteurs, mais ça permet notamment aux exposants de venir en voiture, par exemple, ou d'avoir leur camionnette. Il y a des parkings. Enfin, c'est un peu plus pratique pour beaucoup de gens, en fait. Ouais. À part peut-être pour les gens, les visiteurs et les visiteuses. Ouais. Et ce que tu m'avais dit aussi, c'est que comme c'était plus vaste, il y avait, alors je sais pas, il y avait des tables. Enfin, il y avait la possibilité parce qu'en fait, ce que nous avais expliqué, c'est que c'est pas un festival où on joue. Enfin, c'est pas un salon où on joue comme à Essen ou Cannes ou la. Oui, ça l'est plus en fait. Ouais. Alors, la Gen Con, on joue pas tellement, quoi. Mais en fait, il y a des salles attenantes où on peut toujours jouer. Mais là, nous avais dit, je crois que dans ce cadre-là, c'était possible de jouer parce qu'il y avait des espaces un peu plus libres, non ? Alors, ça dépend des éditions. Cette fois-ci, il y avait aussi des tables qui étaient disponibles pour que les gens puissent jouer. Mais elles étaient prises d'assaut et en fait c'était hyper difficile de déloger les gens qui s'y étaient installés très vite. Il y a pas mal de visiteurs, visiteuses, principalement des visiteurs, on va pas se mentir, ouais. Qui utilisent, tu sais, le ticket VIP qui permet en fait de rentrer 1 heure avant tout le monde. C'est un ticket qui est plus cher, qui permet de limiter en fait les entrées. Ils ont certains privilèges, notamment un des privilèges qui est un peu aberrant quand tu penses en termes de business, c'est que par exemple les éditeurs étrangers n'ont pas le droit d'acheter de jeux pendant cette heure où les visiteurs VIP arrivent. D'accord. Et donc ces VIP se dépêchent d'aller chercher les jeux qui les intéressent, ceux qui ont fait parler d'eux sur Twitter ou autres canaux d'information japonais, et prennent les tables d'assaut et les quittent plus en fait jusqu'à ce qu'ils soit lassés ou qui rentrent chez eux, quoi. D'accord. Donc c'est très très difficile de trouver une table en milieu de salon, surtout le samedi évidemment parce que c'est la journée où c'est le plus fréquenté. Mais il y a un truc qui est important, c'est que avant
que la Covid n'arrive, les game markets, c'était quand même des lieux où on pouvait jouer. C'est-à-dire qu'il y avait souvent une table de démonstration pour les stands qui étaient présents. Et donc, ça permettait d'essayer les jeux avant de les acheter, même si pour les jeux les plus recherchés, il valait mieux les acheter avant d'y jouer. Mais c'est ArcLight qui a pris la décision de supprimer ces tables-là. D'accord. Donc aujourd'hui, il y en a quelques-unes pour les stands professionnels, mais c'est évidemment pas du tout le même coût pour avoir un stand comme Oink ou Sashi ou des stands un peu plus gros que les stands amateurs. Mm-hmm. Mais c'est dommage. Ils ont essayé de rétablir l'équilibre en créant cet espace table de jeu, mais en fait, ça fonctionne pas très bien parce qu'elles sont pas attitrées à chaque stand. Et du coup, on peut pas vraiment faire de démonstration des jeux. C'est un peu l'anarchie, quoi. Ouais, et puis même ArcLight, les organisateurs, en fait, il y a pas mal de gens qui patrouillent dans le salon. Et quand ils voient qu'un stand fait trop de démonstrations ou fait une partie sur sa table, comme ça gêne les stands qui sont autour, ça arrive très régulièrement qu'ils te demandent d'arrêter ou de ne pas le faire, quoi, ou juste d'expliquer le jeu très rapidement, quoi. D'accord. Toi, tu nous as dit aussi que souvent, donc, les jeux, tu les commandes à l'avance, et en fait, tu passes beaucoup de temps à aller récupérer tes précommandes, en fait, finalement, c'est ça, hein? Ouais, c'est ça. Là, t'avais précommandé combien de jeux? Cette fois-ci, je pense que j'en avais précommandé entre 20 et 25. Pour une raison assez simple, c'est que le TGM de novembre a eu lieu juste après SN. Ouais. Et donc, il y avait déjà pas mal de jeux japonais qui tournaient avant SN sous forme de prototypes ou même vendus à SN ou même un peu avant SN dans d'autres événements plus locaux. Donc, j'ai pris moins de choses. Il y avait moins de choses intéressantes aussi, je trouve, mais ça, c'est un point de vue personnel. Mais voilà, je pense que je devais être entre 20 et 25 et quelques achats sur des coups de tête, il y a dû en avoir entre 5 et 10, je dirais. Donc au total, un peu plus de 30 jeux, quoi. Mais ce qui est une petite moyenne pour moi, d'habitude c'est plus. Hein. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Et 2 mois plus tard, t'as joué vraiment à tout ce que t'as récupéré ou... Ah oui, mais je joue à tous les jeux dans la semaine, en fait. C'est-à-dire que après mon retour du Game Market, je joue à tous les jeux, ouais. Ouais. Donc souvent, je demande à Masato, tu sais, l'auteur de Welcome, de venir m'aider parce qu'il y a certaines règles, il y a certains livrets de règles qui sont très 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 mal écrits. Et Masato arrive à se projeter sur certaines règles comme ça, un peu énigmatiques. Et c'est pratique. En fait, il fait des points de suture là où il y en a besoin pour que le jeu ressemble à quelque chose de jouable au final. Et c'est parfois pas toujours évident parce que certains auteurs, certaines autrices mettent leurs règles en ligne avant la sortie, mais c'est pas la majorité, c'est une partie des gens uniquement. Et sur cette édition, est-ce qu'il y a des tendances particulières que tu as notées ou des évolutions par rapport aux discussions qu'on avait déjà pu avoir sur les précédentes éditions ? Non, on reste sur les mêmes tendances, le jeu de pli, le jeu de défausse. Il y a pas vraiment beaucoup de regain de créativité autour de ces genres-là, même s'il y avait quelques gros jeux, mais c'est des groupes d'auteurs autrices qui sortent au moins un gros jeu par édition, et là il y en avait 2 ou 3. Quand je dis gros jeux, c'est des jeux qui durent entre 60 et 90 minutes, donc avec un matériel assez ramassé. Ouais. Mais il y avait des choses avec de belles idées, c'est un peu classique, des choses déjà vues. Mais j'aime bien, je salue l'effort en tout cas de se lancer dans ce genre de production. Mais après oui, les jeux de pli, il y en avait à foison, et les jeux de défausse commencent à rattraper en fait les jeux de pli. La tendance des jeux de pli, ouais. Sans doute parce que certains jeux ont eu du succès à l'étranger aussi, probablement. Et que les jeux de pli, c'est que ça reste malgré tout, même si on voit que dans certains pays occidentaux, tu vois, je prends l'exemple de Moustache, qui est sorti en France récemment. C'est un jeu de pli qui a su convaincre des gens qui n'ont pas trop l'habitude de jouer à des jeux de pli. C'est un peu léger pour des gens qui, comme moi, jouent beaucoup à des jeux de pli ou qui ont l'habitude de la culture japonaise du jeu de pli. C'est beaucoup trop léger pour moi. Mais malgré tout, je trouve que c'est un beau tremplin pour amener les gens vers des choses nouvelles. Donc on va voir, peut-être qu'il y aura un marché plus ouvert du jeu de pli, parce que pour l'instant ça reste quand même un marché de niche, même s'il y a des fervents admirateurs, admiratrices de ce genre. On en connaît. Oui, on en connaît, et puis sous l'impulsion de certaines boutiques, etc., c'est plutôt une chose positive, mais c'est vrai que ça reste très concentré sur une communauté assez fermée, je pense. Aujourd'hui en tout cas.
Et je me demandais aussi, c'est moins en rapport avec le Tokyo Game Market, mais si par rapport à la dernière fois où on s'était parlé, en fait, entre-temps, il y a eu le premier Spiel des Jahres qui a été attribué à un auteur japonais, Hisashi Hayashi. C'est comme ça qu'on t'a vu sur scène quand même énormément. Moi, toutes les photos que j'ai faites sur place, tu es sur toutes les photos. Oui, bah, j'étais là pour faire la traduction principalement. Ouais. Et c'est vrai que, alors j'avoue, pour revenir un petit peu sur cet événement-là, pendant la cérémonie, donc qui est principalement en allemand avec une traduction simultanée dans le casque. Donc en fait, c'était un peu le carnaval parce que j'avais le casque sur les oreilles, enfin un des écouteurs dans l'oreille, et à côté, je traduisais de l'anglais à Hisashi en japonais. Tout en écoutant l'allemand sur scène, dans ma tête, c'était un joyeux bordel, je peux pas te mentir. Ouais, j'imagine. Et quand il est venu le temps de monter sur scène, j'étais un peu perdu dans les langues là, mais ça s'est bien passé. Je pense que Hisashi est extrêmement content. Ouais. Et est-ce que c'est quelque chose qui a été beaucoup relayé dans la communauté des joueurs et joueuses au Japon? Est-ce que c'est quelque chose qui a changé? T'as l'impression que ça a changé quelque chose? C'est important? Enfin, parce que tu nous as souvent dit que pour les joueurs et joueuses japonais, c'est les jeux allemands, c'est quand même la référence. Enfin, tu vois. Que les auteurs allemands sont très connus, qu'il y a beaucoup c'est la référence, la première référence, c'est les jeux allemands, quoi. Donc, comment ils l'ont vécu ce Spiel des Jahres? Alors, le Spiel des Jahres, ça a toujours été une référence vraiment très très importante pour les auteurs qui ont commencé avec le Game Market. Et Hisashi en fait partie. Il y a Seiji Kanai, il y en a beaucoup comme ça, Yoko Uchi, enfin il y en a plein. Et c'est un peu les auteurs-autrices de la vieille école, ceux qui ont vraiment commencé avec le Game Market, les pionniers, quoi, en gros. Et c'est vrai que pour eux, gagner le Spiel des Jahres, c'est une consécration, parce qu'ils y pensent, en fait, et Hisashi l'a dit plusieurs fois, il l'a relayé beaucoup dans les médias japonais. Dans sa tête, quand il a commencé à se lancer dans la création de jeux de société, dans sa tête, son objectif, c'était d'avoir le Spiel des Jahres. Ouais. Chose prix que aucun ou aucune auteur-autrice japonais n'ont réussi à avoir jusqu'à présent. Il y en a qui sont passés à côté, tout près. Seiji Kanai, tu vois, avec Love Letter, ça aurait été tout à fait mérité. Totalement. Il y a eu Scout qui a été nommé de Kei Kajino avec Home Games. Donc il y a eu plusieurs opportunités comme ça. Enfin, une vraie opportunité avec Kei Kajino, qu'il a d'ailleurs très très mal vécu à son retour, d'avoir perdu. Mais pour la vieille garde des auteurs-autrices japonais, oui, c'est un prix qui est extrêmement important. Pour les jeunes qui participent aujourd'hui au Game Market, qui font leur premier jeu, leur deuxième jeu, qui découvrent à peine le jeu de société, principalement dans les board game cafés, pour eux, le Spiel des Jahres, ça reste quelque chose qui est un peu abstrait. Il n'y a pas vraiment de grand prix japonais, même s'il y en a qui ont essayé d'en mettre en place, finalement, on en parle assez peu. Il y a Arclight qui a fait un prix, il y a Table Games in the World de Ono, Monsieur Ono, qui a fait un prix aussi comme ça, mais ça reste très très confidentiel. Ouais. Et là, ce qui a été intéressant, et c'est un phénomène qui est typiquement japonais, c'est que le Spiel des Jahres a été vite perçu par les médias japonais, journaux, télé, etc., comme le prix le plus important au monde, ce qu'il est, probablement. Ce qu'il est, oui. Et du coup, quand ils ont compris que c'était un prix qui était extrêmement important, en tout cas pour le milieu, ils se sont beaucoup intéressés à Hisashi et à Bombbusters. Et aussi parce qu'il y a un phénomène qui est assez propre au Japon, c'est que la première fois qu'un Japonais ou qu'une Japonaise réussit quelque chose, dans n'importe quelle discipline, c'est un événement qui va être relayé de façon vraiment, vraiment très importante. Donc en fait, Hisashi, à son retour... même quand il était à Berlin, en fait, il a déjà eu des appels. Il y a la NHK qui l'a appelé, qui est la chaîne nationale japonaise, pour faire une interview. Il y a des radios qui l'ont appelé, il y a des journaux écrits qui l'ont appelé. Et à son retour, ça a été une suite infinie, en fait, d'interviews, souvent télévisées, mais aussi sur papier. Et ça a permis de relayer l'information de façon très très large. Moi, je sais que mes étudiants m'ont vu, par exemple, sur scène, parce que les images passaient en boucle. Alors évidemment, comme c'est la télévision japonaise, dès que c'est pas du japonais, ils coupent. Ouais. Donc en fait, on voyait Hisashi dire 3 mots en japonais, et ensuite ils coupent tout ce que disent les Allemands ou ce que je traduis moi. Ça les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est d'avoir l'auteur japonais qui parle en japonais, qui montre qu'il y a une présence du Japon à l'étranger avec leur vision un peu fantasmée
d'un monde global auquel les Japonais ont du mal à participer. Il y a beaucoup cette illusion là qui traverse en fait les émissions de télévision et même les journaux papier en fait. D'accord, ouais. Oui, j'avais vu des... En tout cas, ça a été un énorme phénomène. Hein. Parce que j'avais vu sur les réseaux sociaux, effectivement, des posts où on revoyait effectivement des vidéos de la télé enfin, ce que j'avais compris être la télévision japonaise, où on voyait, il était interviewé, etc. Et on voyait quelques images comme ça et tout, donc... Ce qui est pas du tout, enfin, en France, je pense pas que sur des télévisions, des chaînes de télé d'info, en tout cas, on ait ce genre de choses quand si un jeu français gagne le Spiel des Jahres, quoi, tu vois. J'ai pas de souvenir, en tout cas. Non, mais c'est ça qui est étonnant au Japon, c'est que le marché du jeu de société est tout réduit. Oui. Ça intéresse assez peu de monde dans la population japonaise, à part quelques exceptions comme Ito chez Arclight ou ce genre de jeu. Et au final, dans les médias, il y a une représentation qui est beaucoup plus importante qu'en Europe du jeu de société, ce qui est assez étonnant en fait. Ouais. Et je sais pas pourquoi, avec cette présence médiatique beaucoup plus importante, pourquoi le marché reste aussi réduit. Moi, il y a quelques raisons. Hein. Moi, j'ai quelques idées, mais c'est assez curieux comme situation. Très bien. Merci pour cette petite aparté sur les suites du Spiel des Jahres. Et puis, on peut dire que là, il y aura eu quand même un As d'or pour parler sur un prix français. Mm-hmm. Puis, le Spiel des Jahres, c'est quand même pas mal, hein, en l'espace de peu. Ouais, en 3 ans ou 4 ans, le premier As d'or et le premier Spiel des Jahres japonais, ça a un impact. Hein. Ça a un impact, en tout cas, sur la communauté des créateurs, créatrices, quoi. Ouais, forcément, ça doit être super, encourageant et motivant, quoi. Ça montre aussi qu'il y a un regard qui est tourné aussi vers l'Asie. Alors, principalement le Japon aujourd'hui. Ce serait bien que ça se répande sur d'autres territoires. Tu vois, il y a la Thaïlande, par exemple, qui est hyper dynamique. Il y a la Corée aussi qui est assez... la Corée... on connaît pas mal d'éditeurs coréens, d'auteurs coréens. C'est ça. Mais les auteurs, tu vois, les auteurs amateurs coréens galèrent de ouf, en fait, pour trouver des rendez-vous, pour montrer leur jeu. Il n'y a pas autant d'événements, et ça explique pourquoi il y en a pas mal qui viennent d'ailleurs au Game Market. Mais ils ont du mal, en fait, à bénéficier de l'intérêt des éditeurs occidentaux, parce que tous les regards sont souvent tournés vers le Japon, et là, le Spiel des Jahres, ça a démultiplié évidemment le phénomène. Mais même s'il y avait le jeu qui avait eu le Kinderspiel, pas l'année dernière, mais l'année d'avant, c'était chez Happy Baobab, c'est coréen, non ? Mm-hmm. Ou je dis une bêtise Non, alors l'éditeur est coréen, mais le jeu est allemand ou autrichien. L'auteur est... Oui, autrichien. C'est les auteurs c'est Markus Slavicek et puis Arno Steinwander qui sont autrichiens, effectivement, mais c'est vrai que l'éditeur, c'est quand même un éditeur coréen, quoi. Ouais, alors là, je suis assez impressionné que tu aies retenu les noms et les prénoms des auteurs, parce que pour le coup, j'aurais dû regarder sur BGG pour m'en souvenir. Mais non, en fait, c'est parce que je les ai rencontrés. Enfin, il y en a un que j'ai rencontré et que j'ai interviewé, donc ça aide un petit peu. Et l'autre, je me souviens parce qu'aussi c'est l'auteur de Challengers, donc. Oui, en effet, en effet. Ouais, j'ai des petites anti-sèches comme ça. Et oui, parce qu'ils sont passés par la White Castle Agency où j'avais interviewé Anita Landgraf, tu vois, tout est lié en fait dans ce podcast. Landgraf, qui est une bonne amie à moi que j'aime beaucoup. Voilà, qui est super. Et voilà, donc tout est lié dans ce podcast en fait, c'est incroyable. Bon, on va attaquer sur la liste de jeux dont tu m'as proposé de parler, qui sont, je comprends, des bonnes découvertes. Et alors, c'est très drôle parce que le premier jeu dont on va parler, j'en ai parlé justement hier avec quelqu'un qui je fais du coup un petit coucou, c'est Antoine Lefebvre de Balado Ludique. Et on a eu la discussion parce qu'il a adoré ce jeu. Donc, c'est assez marrant parce que je lui dis, peut-être qu'on en parlera bientôt. C'est Banana Governance, c'est cela ? Oui. Un jeu alors je te laisse prononcer. Ouais, je te laisse prononcer le nom de l'auteur, excuse-moi. Alors, c'est un jeu de Isao Mukai qui a géré le game design et les illustrations de son propre jeu. Alors, c'est un jeu qui est assez... qui était inattendu. Apparemment, c'est le premier d'une série de jeux qu'il a en tête. C'est un jeu au graphisme, on va dire, exotique, assez particulier. Alors, moi, j'aime bien. Il y a une expression en japonais, c'est kimo kawaii. C'est kimo, ça vient de kimoi, kimochi wari. C'est quelque chose qui est malaisant, qui est vraiment pas joli, et kawaii qui est mignon. Et en fait, c'est un mot valise comme ça qui implique que des choses vraiment
très très moches peuvent à force devenir mignonnes parce qu'elles dépassent un point de non-retour qui crée ce phénomène. Ouais. Ça va tellement loin que ça en devient beau, quoi. C'est ça. Exactement. C'est vrai que la représentation des singes qui sont dans le jeu, il y en a certains qui font sacrément peur quand même. Je montrerai pas ça à des enfants de moins de 10 ans. Ah ouais. Alors, attends, parce que sur BG... Non, j'exagère un petit peu. Sur BGG, je vois que la couve. Ouais. Donc, j'essaie de trouver... Et effectivement, je vois les... Ok, d'accord. Oui, je vois les dessins des cartes avec les singes, effectivement. Oui, c'est spécial, hein. Mais moi j'aime beaucoup. Alors c'est un jeu, comme je disais, qui était assez inattendu, que j'ai repéré un peu tard. Alors c'est un jeu déjà. J'ai compris que c'était un jeu de draft. Oui. Enfin, il y a une partie de draft et ensuite une partie d'enchère, c'est ça ? Oui, c'est ça. Il y a une partie d'enchère et de draft, exactement. Et en fait, tu vas essayer de te débrouiller pour garder suffisamment de bananes et de singes pour arriver en fin de partie à un score qui sera en fait tu multiplieras en fait le nombre de bananes par la valeur de tes singes. Ouais. Et c'est un jeu qui m'a plu parce qu'il m'a évoqué une autre de mes références, un des jeux que j'adore, qui s'appelle Biblios. Oui. Qui était sorti chez Hello. Je sais pas s'il est encore disponible aujourd'hui. Et ça m'a évoqué pas mal ce jeu, dû principalement à ces deux phases en fait. Et le seul petit regret que j'ai par rapport au jeu, alors c'est un jeu qui se joue de 3 à 4 joueurs. Les parties sont assez longues par rapport à la difficulté, on va dire, perçue du jeu. Mais c'est un jeu qui dure 30-40 minutes à peu près. Ouais. Mais le seul truc que je reproche un petit peu au jeu, c'est la taille des cartes qui sont vraiment toutes petites. Et comme tu as énormément de cartes en main, alors je pense que c'est la raison pour laquelle il a choisi ce format, et puis aussi pour des soucis d'économie d'impression, je pense. De production, ouais. Exactement. C'est pas évident en fait de pas les faire glisser, mais bon, c'est un jeu qui peut être hyper casse-gueule si tu fais pas attention à comment tu gères en fait ta main. Et ensuite, il y a aussi des cartes rouges qui s'appellent des cartes passes. Ce sont des oiseaux qui sont représentés sur ces cartes. Il y a certaines autres cartes qui ont aussi une croix rouge d'ailleurs, qui te font perdre des points en fin de partie. Et les points, c'est assez impressionnant parce que tu peux perdre jusqu'à moins 54 points. Alors, je te dis pas. Ouais. Et un autre truc qui est assez intéressant et impressionnant dans le jeu, c'est que la différence dans les scores peut être vraiment, vraiment très importante. Et parce que tu peux te retrouver avec des écarts de score. J'ai compris que tu faisais des très gros scores, en fait. Enfin, par le fait de les multiplications, tu as des points, tu as 2500 points ou des trucs comme ça, quoi. Exactement, ou pas. Parce que moi, j'ai très très mal joué la première partie, par exemple. J'ai très mal joué la première partie parce que pour me dédouaner un petit peu et balancer la responsabilité sur Lana, c'est elle qui avait lu les règles et qui m'a pas expliqué comment on calculait les points de victoire à la fin. Donc, mon multiplicateur était pas ouf, on va pas se mentir, j'étais vraiment le dernier de la partie, quoi. Mais en plus, dans les jeux d'enchères, je suis assez mauvais, donc je fais pas trop attention à comment je dépense mes ressources, donc j'ai vraiment très très mal joué et je me suis pris une défaite assez lamentable. mais voilà, c'est un jeu qui était passé sous les radars de pas mal de gens. Qui fait parler de lui parce qu'il était disponible, je pense, chez Golden Meeple. Donc, il y a les gens qui l'ont assez rapidement acheté parmi les curieux. Oui, et il n'est plus disponible depuis. Ouais, mais au Japon, c'est pareil. Il a été disponible, il l'est plus, il est de nouveau disponible. Il passe principalement par la boutique de N-Games. Ouais. Et c'est un jeu qui va être réédité prochainement. J'ai discuté un petit peu avec l'auteur et je sais déjà que le jeu a été signé par un éditeur japonais. Je sais pas exactement lequel. Enfin, si, je le sais, mais je pense pas pouvoir le dire, donc je vais taire l'information pour l'instant. Mais voilà. Je crois que je le sais aussi, mais que je peux pas le dire non plus. Mais c'est un jeu qui va ressortir et je pense, alors c'est ça qui m'inquiète un petit peu, c'est que parfois les éditeurs japonais, que ce soit Arclight ou d'autres, ont tendance à développer les jeux de façon un peu artificielle et pas nécessaire. Je pense que le jeu gagnerait à être équilibré et un peu développé, évidemment, mais je m'inquiète un petit peu des directions qui vont être prises. C'est un truc qui arrive assez régulièrement.
Souvent, ils rajoutent des détails mécaniques qui font que le jeu s'alourdit un petit peu. On va voir. Ouais. Il y a cette tradition du développeur très Magic the Gathering qui fait que souvent ils ont tendance à rajouter des choses un peu trop complexes. Mais on verra. Mais voilà, c'est un jeu qui m'a beaucoup plu en tout cas. Ouais, et alors j'ai regardé un peu aussi ce qu'avait fait l'auteur, Mukai, j'ai bien prononcé, j'espère. Mukai. Et j'ai vu qu'en fait, il n'y avait pas forcément de jeu qu'on connaissait spécialement. Il a 3-4 autres jeux en fait. Et j'ai vu un de ces jeux qui était plutôt j'ai l'impression un gros jeu, Umataka, oui, que j'aime beaucoup. Ouais. C'est un jeu que j'adore. Alors j'ai juste sur la base des images, c'est ce qui est un super critère. Je me suis dit ça a l'air vachement bien. Ouais, en fait c'est un jeu de placement d'ouvriers. Alors ça fait un petit moment que j'y ai pas joué, mais en fait tu te déplaces, tu places tes ouvriers et ensuite il y a un déplacement sur une sorte de rondelle en fait qui est faite avec des tuiles. Tu joues sur les 4 saisons de l'année. Et il y a aussi des chiens. C'est à l'époque Jomon, donc c'est une époque assez vraiment très reculée. Et c'est un jeu que j'aime beaucoup et c'est comme ça en fait que j'ai découvert l'auteur et que j'ai commencé à discuter et à le contacter. C'est un jeu par transparence, je l'ai présenté à plusieurs éditeurs qui n'ont pas voulu le faire au final parce que je pense qu'il est peut-être un peu trop classique dans son approche du placement d'ouvriers. Mais c'est un jeu qui mérite vraiment qu'on s'y arrête, qu'on y joue. Ne serait-ce que par curiosité. Alors malheureusement, il n'y a pas de traduction des règles en anglais, à moins que ça ait changé depuis. Ah si, apparemment, il y a une traduction. Alors, faut voir si c'est pas une traduction... Peut-être fan-made sur BGG. Ah ouais, soit fan-made, soit une traduction faite avec l'IA, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'auteurs, d'autrices qui payent plus les traductrices ou les traducteurs, mais qui passent par l'IA directement. Ça va falloir s'y attendre de plus en plus, je pense. Oui. Mais voilà, c'est un jeu que moi, je garde mon exemplaire précieusement. Très précieusement, parce que c'est un jeu que j'aime beaucoup. Ouais, c'est un jeu qui mérite qu'on s'y attarde, en tout cas. Et c'est marrant aussi de voir la diversité en fait créative de l'auteur, parce que c'est pour ça que j'en parlais, c'est d'un jeu comme Umataka qui est un jeu solide et costaud, à un jeu comme Banana Governance qui vient en fait ramener une double mécanique, qui est toujours un projet un peu casse-gueule de ramener des jeux en double phase comme ça, et dans les deux cas les deux jeux sont bons et fonctionnent vraiment très bien. Donc le jeu suivant dont on va parler, c'est le 32e jour du 13e mois. Ouais, quel titre génial. Ouais, franchement, j'ai trouvé ça ultra, ça fait très film un peu, tu sais, un peu catastrophe presque, un peu comme le jour d'après, où tu sais, ça fait popper ça dans ma tête, ça a peut-être probablement aucun rapport. Et donc là, les auteurs, c'est 2 personnes qui sont réunies sous un nom, alors je vais te laisser le prononcer aussi. Ah, c'est Rokujizo. Ouais. En fait, c'est qu'une personne, mais qui ne... Parce que quand je vais regarder sur BGG, c'est marqué We are a 2-person team from Kyoto who designs board games as a hobby. Ah, parce que sur BGG, ils sont crédités pour tout. Ok, oui, bah probablement. Je l'ai en designer, en artiste et en publisher, c'est marrant. Ouais, en fait, c'est un auteur, je pense qu'il crée ses jeux seul, il les illustre seul, mais c'est un auteur qui, en fait, ne peut pas dévoiler son vrai nom pour des raisons professionnelles. Moi, je sais, mais je ne peux pas en parler. Mais c'est donc son nom d'auteur, c'est Rokujizo. D'accord. Ouais. C'est un auteur qui fait beaucoup de jeux depuis quelques années, qui a commencé la création de jeux de société assez récemment, il y a 2-3 ans, et qui fait toujours des choses qui sont vraiment, je trouve, intéressantes, quoi. Moi, c'est un jeu que j'aime beaucoup. Malheureusement, autour de moi, les gens n'ont pas du tout aimé. D'accord. Ce qui me rassure, c'est que je suis pas le seul à aimer, puisque le jeu a été signé par Home Games. Donc, d'accord, pas mal. Information inédite, je pense qu'il y aura une version Home Games très bientôt. D'accord. Et en fait, c'est un jeu de défausse et qui se joue, comme son nom l'indique ou pas, avec 32 cartes. Tu vas jouer, en fait... alors, c'est hyper compliqué à pitcher, ce qui fait que c'est une petite faiblesse du jeu. Mais tu en as entendu parler ou pas? Oui. Bah moi, du coup, pour préparer, j'ai été un peu regarder des infos sur le jeu et j'ai compris que ça reprenait un peu... il y avait une inspiration du Daifugo dont on avait parlé dans l'émission. Alors, est-ce que c'est une mauvaise explication que j'ai trouvée ou est-ce qu'il y a un peu de ça aussi Alors, c'est dans la catégorie des jeux de défausse, c'est sûr. Ouais. Ce qui, en fait, le twist du jeu par rapport à d'autres jeux de défausse, c'est que tu vas jouer de façon circulaire. Donc, ton 13e mois de l'année
qui évoque pour les Français et les Françaises autre chose. Le 13e mois, qu'au Japon, je pense, mais... Voilà, pour les Français, ça veut dire la double paye. En fait, ce 13e mois, il est constitué de 32 jours. Et donc, les cartes, elles sont en exemplaire unique et elles vont de 1 à 32. Tu vas avoir une main de cartes et tu vas jouer des cartes devant toi, enfin au milieu de la table, qui sont en fait des suites de cartes. Donc par exemple, tu peux jouer 1, 2, 3, tu peux jouer 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, etc. Mais si par exemple, la première série de cartes que je joue, c'est 3, 4, 5, 6, il va falloir qu'ensuite je joue entre 7 et 2. Parce que ça fait des boucles, en fait. Ouais. Et ce qui se passe, c'est que quand tout le monde passe, en fait, tu vas récupérer une partie des cartes, ou tu vas pas récupérer, je pense, de mémoire les cartes que tu joues, et tu vas récupérer les cartes qui sont encore disponibles au milieu de la table, et du coup, ça va venir renforcer ta main, tu auras beaucoup plus de cartes, mais si tu te débrouilles bien, en fait, tu vas pouvoir faire des suites de plus en plus longues. Ouais. Et c'est assez compliqué de se rendre compte, alors que le jeu est assez simple quand tu y joues, dans son exécution. L'explication des règles et essayer de se projeter un petit peu sur comment jouer au jeu, c'est pas évident du tout. D'accord. Mais par contre, je comprends pourquoi ça a plu à Jun Sasaki, le patron de Hong Games, parce que c'est vraiment le genre de jeu qui lui plaît, en fait. Ouais. Des jeux avec un petit twist malin comme ça, ouais. En fait, je sais pas si j'ai bien compris, mais j'avais l'impression que, par exemple, si tu commençais avec une carte de valeur 16, en fait, 16, c'est la plus basse, et donc 15 sera la plus haute, en fait. C'est ça ou... Exactement. Et en fait, ça m'a rappelé un jeu auquel j'ai joué récemment qui s'appelle Icori ou Dicori, un truc comme ça. Dicori. Ouais, c'est ça, Dicori. Je sais pas si t'avais joué à ce jeu. Ça me dit absolument rien, non. Je pense qu'il y a un jeu, mais qui est pas du tout... et c'est un peu pareil, en fait, tu vas jouer ça reprend une horloge, et t'as ce système, en fait, où si la carte qui est jouée, c'est le 8, en fait, pour la carte la plus haute, ce sera le 7, etc. En fait, ce qui va suivre ce principe un peu circulaire, donc ça m'a un peu fait penser. C'est un jeu de chez New Mill Industry, New Mill, okay. un jeu de Sean Ross et de Hannibal Sonderegger. Oula. Donc, qui te fait un peu des nœuds au cerveau, parce que à comprendre comment ça va marcher et se projeter, c'est pas si évident que ça, effectivement, ouais. Ouais, ça me dit rien du tout, mais... C'était Flavien qui me l'avait conseillé, bizarrement. Oui, ça m'étonne pas trop. Un jeu de New Mill, en général. Ouais. Mais voilà, c'est un auteur qui, là, tu vois, par exemple, depuis quelque temps, il est sur une période jeu de défausse. Il avait fait un autre jeu qui m'avait pas mal plu, dont j'ai oublié le nom, mais où tu faisais des tours du monde, aussi avec de la défausse. Donc il y avait en fait, c'est une variation sur thème de la boucle temporelle ou géographique par rapport à un jeu de défausse. Et j'ai l'impression qu'il se met toujours des twists comme ça en tête, et à partir de là, il essaie de créer un jeu autour de cette petite idée mécanique. Mais ce que j'aime bien, c'est qu'il réussit à se renouveler, même s'il prend, tu vois, exactement le même concept à quelque chose près sur 2 jeux qui sortent à la suite. Et dans les 2 cas, ça fonctionne bien et tu sens pas la proximité exactement, en fait. C'est quand tu commences à un peu analyser comment le jeu fonctionne que tu vois ces rapprochements, ou ces ressemblances, mais sans ça, tu fais pas trop gaffe, quoi. Tu le sens pas tu l'as pas dans les sensations, en tout cas. Très bien. Le jeu suivant, alors c'est un jeu qui s'appelle Ants, donc qui veut dire fourmi, mais qui n'a rien à voir avec le fourmi qui est sorti l'année dernière chez. Je pense que c'est un jeu intrafin pour la version française. Et l'auteur, on en avait déjà parlé, ça j'en suis sûre et certaine, puisque c'est lui qui avait fait Peas, et je pense qu'on en avait parlé avec Flavien. Ouais. Et j'ai vu que c'est lui aussi qui avait fait Bubblegum, qui est un jeu que je trouve, un jeu à 2 que je trouve absolument super. Moi aussi, je suis d'accord. Et et puis alors, où en plus ça marche très bien parce que le pitch du jeu, ce que tu fais en jeu correspond à l'idée du jeu de la bulle de chewing-gum qui va à un moment exploser. Exactement. Ouais. Et ça, je trouve ça ultra fort, parce que souvent, les jeux de cartes, c'est pas toujours évident d'avoir trouvé une thématique, quelque chose qui colle. Là, ça marche bien. Donc, Hans, c'est l'auteur, je vais te laisser Kota Kono. Alors oui, en fait, ou Yokome. Ouais, c'est Yokome. En fait, il signe pas son nom sous son nom. Alors, je sais pas si c'est son vrai nom ou pas, parce que pour beaucoup d'auteurs, d'autrices, il y a le nom de créateur-créatrice de jeu, mais il y a aussi souvent un nom qui est pas leur nom officiel, mais avec un prénom et un nom qui sont
en gros, c'est un prénom et un nom qu'ils avaient envie d'avoir, et ensuite il y a leur vraie identité. Donc c'est toujours un peu compliqué, il y a plusieurs couches comme ça. Mais oui, c'est un jeu de Yokome, donc c'est le nom sous lequel il sort ses jeux en général. Et c'est un jeu de pli à 2 joueurs qui est un peu étrange, enfin qui est même très étrange, je pense. Où en fait tu vas devoir placer dans ta main, qui est composée de fourmis avec des valeurs qui vont de 2 à 5, si je dis pas de bêtises, ou de 1 à 5, pardon, dans plusieurs couleurs. Et les joueurs ont aussi une reine. Et la reine, en fait, tu vas la placer à un endroit stratégique dans ta main. Évidemment, c'est une projection que tu vas faire par rapport à la main de l'adversaire. Et tu vas essayer de séparer les cartes que tu vas utiliser pour l'attaque et les cartes que tu vas utiliser pour la défense. Sachant que les cartes de la défense, en gros, c'est la carte que tu vas jouer quand ton adversaire joue lance le pli. Et d'accord. À l'inverse, les cartes de l'attaque, c'est celles que tu vas utiliser quand tu lances le pli. Et en fait, cette mécanique, ça paraît tout simple comme ça, tu t'as juste à séparer ta main en deux, en gros, quoi. Mais en fait, c'est hyper dur, quoi. C'est vraiment, vraiment très retors de savoir comment gérer cette reine, où tu vas la placer. Alors j'ai tenté des trucs un peu bizarres, je gardais 2 cartes en attaque et le reste en défense quand j'avais une main qui me paraissait faible, ou à l'inverse, et en fait ça se passe jamais comme prévu. Donc c'est soit je pense que je suis pas très bon avec le jeu, mais je trouve qu'il a réussi. Parce que c'est pas évident, et surtout avec le nombre de jeux de pli qui sortent ces dernières années, il a réussi à créer un truc assez nouveau, quoi, une sensation assez inédite par rapport à des mécaniques qui sont devenues assez classiques aujourd'hui, quoi. Ouais, je regardais les illustrations, parce que je trouve aussi assez joli, quoi, en fait. Tu vois, c'est sans faire des trucs trop esthétiques ou élégants, je trouve que c'est assez mignon, quoi. Ouais, c'est assez simple. Les dos de cartes sont très jolis, sont très très jolis. Ouais. Et même les illustrations des fourmis, de la reine, etc. sont vraiment très jolies, quoi. Ouais. C'est comme tu dis, c'est très simple, c'est vraiment élégant. Il reprend des motifs qui sont vraiment très bien dessinés et en transparence sur les cartes, sur la face des cartes. Et voilà, c'est un jeu qui est vraiment intéressant, je trouve, qui est intéressant parce qu'il est vraiment différent en termes de sensations que la très grande majorité des jeux de pli à 2 qu'on connaît, quoi. Bah, Bubblegum, c'était aussi à 2, et alors Peace, j'y ai pas joué, mais c'était aussi 2, donc c'est plutôt c'est aussi à 2, ouais. Le jeu je pense à 2. qu'il fait beaucoup de jeux à 2, hein. Ouais. Il avait fait aussi un jeu qui s'appelait Hot Dog, de mémoire. Ouais. Et il me semble que Hot Dog, c'était aussi un jeu à 2. Attends, je vais vérifier. Dogs, ça s'appelle. Ça s'appelle pas Hot Dogs, mais le thème, c'est Dog. Ah, par contre, celui-là se joue de 2 à 4. Petite révolution dans le monde du jeu de Yokome. Ouais, c'est un jeu qui est sorti l'année dernière, ou il y a 2 ans. Bah, tu vois, il a moins bonne réputation, mais... Il est pas crédité sur... Attends, si, je dis ça, mais si, oui, je le vois, ouais. Dogs. Ok. Et il y en a un autre encore de lui. Et je vois que c'est quasi... Alors, peut-être pas, je sais pas pour Dogs, mais j'ai l'impression que c'est toujours le même artiste qui illustre ces jeux. Ouais. D'ailleurs, c'est quoi? C'est... Météor, c'est crédité sur VGO. Ouais. Après, ça peut être un pseudonyme pour l'auteur aussi, hein, je sais pas. Ouais, c'est possible, ouais. Oui, donc c'est pas facile toujours de s'y retrouver entre les pseudos. Ouais, ça c'est assez compliqué, c'est vraiment très compliqué, quoi. Ouais. Et c'est souvent, pour des raisons professionnelles que les vrais noms ne sont pas utilisés. Ce serait pas compatible de faire de l'autorat en plus de ton activité professionnelle classique. C'est ça, il y a des règles assez strictes pour les gens qui travaillent par exemple dans des milieux qui sont autour du jeu vidéo par exemple, ou d'éducation. C'est toujours un peu compliqué. Déjà, il y a le supplément de revenus qui peut être un problème. Notamment pour les fonctionnaires, ce genre de statut. Ouais. Mais il y a aussi évidemment le fait que c'est un hobby, et que le hobby c'est quelque chose d'assez confidentiel pour beaucoup de gens en dehors de l'entreprise. Parce que c'est aussi le hobby, c'est aussi un moyen d'être jugé. Donc si on peut éviter ça, et puis surtout que l'image du game market et des joueurs qui fréquentent le game market, des joueurs-joueuses,
c'est pas toujours ultra positif quand c'est vu de l'extérieur. Donc, je peux comprendre pourquoi la plupart utilisent des pseudonymes. Ouais, ce qui est marrant parce qu'on n'a pas du tout ce genre de... Je pense que c'est très différent en France où ce serait même plutôt très valorisé en fait d'avoir ce... Ah oui, bah d'ailleurs, il y a pas mal d'auteurs et d'autrices qui souhaitent ne pas signer sur leur vraie identité les jeux, même quand ils sortent à l'étranger en fait. Ouais. Il y en a qui forcent un peu la main, mais ça arrive assez régulièrement que le nom, prénom dans le contrat soit de la vraie personne, notamment tu vois sur les comptes bancaires, ce genre d'informations personnelles, oui, où tu vois vraiment t'as pas le choix de toute façon, le vrai prénom et le vrai nom, mais en fait même sur les boîtes de jeux ils gardent leur pseudonyme. Ouais, c'est ça, le pseudonyme qui est associé à leur univers de la création, quoi. Très bien. Alors, ça va pas être le cas pour l'auteur suivant dont on va parler. Oui. Puisque c'est un auteur je pense qu'on maintenant on connaît quand même pas mal en France, en tout cas, puisque c'est l'auteur de Paper Tales, notamment, qui avait quand même... Je pense que c'est ce jeu-là qui l'a peut-être plus fait parler de lui en France. Enfin, ça a été vraiment le jeu où je pense que ça a été même s'il avait fait d'autres jeux auparavant, puisqu'il avait fait Welcome to, pardon, oui. Ouais, il avait fait Welcome to the Dungeon, qui a eu un impact beaucoup plus important aux États-Unis, alors que Paper Tales, ça a été plutôt en France et en Europe. Mais Welcome to the Dungeon, aux États-Unis, ça a été une référence qui lui a longtemps permis d'avoir des revenus assez confortables. Et ça s'essouffle un peu, mais le jeu, il a quasiment 10 ans aujourd'hui. Et c'est un jeu qui se vend encore régulièrement aux États-Unis, quoi. Donc, mais c'est vrai que Paper Tales, qui pour le coup est en fin de vie totale un peu partout dans le monde, c'est un jeu qui a mis son nom au premier plan, j'ai l'impression. Au premier plan en Europe, en tout cas, oui. En plus, il était de mémoire sur la shortlist du Spiel. Mais voilà, mais c'est oui. Et puis, il y a eu le travail aussi qui a été fait par Catch Up Games, qui a été vraiment très important autour du jeu, quoi. Donc, l'auteur, c'est Masato Uesegi. Ouh, putain, je vais pas réussir à le dire. Je vais te laisser le dire. Donc, l'auteur. Alors, ça, il faut pas couper, par contre. Alors, c'est Masato Uesugi. Je vais le redire pour ma culture personnelle. Masato Uesugi. Uesugi. Ouais. J'essaie de m'améliorer. Qui, lui aussi, généralement, a commencé avec un pseudonyme qui était I Was Game, qui est pas le même pseudonyme qu'il utilise sur les réseaux sociaux, qui est DBS Kare, enfin Curie. Oui. Donc là aussi, tu vois, plein de couches d'identité différentes. Mais c'est vrai que même au Japon, aujourd'hui, il met son vrai prénom, son vrai nom, parce qu'il est devenu auteur à plein temps, et que ça fait partie pour lui, ça fait partie des choses importantes. Donc, il veut que son nom s'affiche un peu partout aujourd'hui, quoi. Et donc, c'est quelqu'un que tu connais très bien. Voilà, on peut le dire. Oui, c'est un bon ami à moi, oui. C'est lui avec qui tu as testé tous les jeux rapportés. C'est lui. Exactement. Voilà. C'est avec lui qu'on teste beaucoup de choses. C'est avec lui qu'on essaye beaucoup de prototypes aussi, parce qu'il crée beaucoup de jeux. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a vraiment un esprit analytique autour du game design qui est vraiment impressionnant, qui réfléchit tout, qui analyse tout. Il écrit très très bien. Il a écrit pas mal d'articles sur le game design. Il fait aussi des présentations de temps en temps. Il en a fait une notamment dans mon séminaire sur les Board Game Studies. Et c'est vraiment quelqu'un d'assez brillant. Donc le jeu dont on va parler, c'est Wizards Showdown. Exactement. Et on va le dire d'emblée, puisque c'est toi qui l'édites. Oui, exactement. C'est moi qui l'ai c'est de l'auto-édition, un peu toujours la culture d'origine japonaise du TGM. Et c'est un jeu que j'ai découvert il y a un peu plus de 2 ans. À l'époque, il y avait qu'un deck de cartes, de 18 cartes, et c'est un jour, Masato avait ramené ça, on avait joué, et j'avais tout de suite beaucoup aimé. Et il y avait plein de petits problèmes, notamment sur comment gérer les mises, ce genre de choses. Et on a rejoué régulièrement, et jusqu'au jour où, parce que Masato a tendance, il est brillant, mais il est aussi assez fainéant. Et du coup, il a pas du tout envie de se casser la tête à faire imprimer un jeu. Donc souvent, il va faire 10 exemplaires qu'il imprime chez lui à la maison, sur du papier. Il te file les feuilles A4 et c'est à toi de découper et faire ton prototype. En général, il a un stand au Game Market et 10 minutes après l'ouverture, il a fermé son stand parce qu'il a tout vendu. Ça, c'est typiquement Masato, en général. Et là, en fait, moi, je voulais pas que son jeu sorte comme ça. Je voulais pas qu'il sorte un vieux deck de 18 cartes sans rien, juste avec une feuille A4 pour les règles. Et du coup, je lui ai proposé de le sortir en son nom, au TGM.
Et puis moi, ça m'a permis aussi de... Bon, j'avais déjà édité pas mal de jeux de ma fille, tu sais, au Tokyo Game Market. Oui. Mais ça faisait un petit moment que j'avais pas fait ça. Et ça me manquait un peu. Et donc, j'ai trouvé que c'était une bonne opportunité pour me relancer un petit peu dans cette activité amateur. Donc tu sors combien de copies quand c'est... on peut pas parler plus en détail du jeu en lui-même, mais quand tu fais ça, tu sors combien de... Alors, pour ce projet, alors d'habitude, je fais toujours mes jeux au Japon. Là, vu les composants qui étaient nécessaires, en fait, au Japon, ça aurait été impossible. Ça aurait été possible, mais on aurait dû vendre le jeu à 60 €. C'était juste inacceptable. Donc, on a fait une fabrication en Chine. Alors, c'est... La Chine-Japon, c'est 3 jours en bateau. Hein. Et en fait, on a réussi à avoir un prix qui était vraiment on voulait un prix très abordable pour les gens qui venaient au Game Market, ce qu'on a réussi à maintenir. Évidemment, sans parler d'informations précises sur la partie business occidentale, on n'est pas sur des multiplicateurs équivalents à l'Europe, évidemment, très très loin, parce que ça reste un hobby et on est dans le domaine du plaisir, mais on voulait faire un jeu qui était pas trop cher, avec des composants de la meilleure qualité possible. Et en fait, en passant par la Chine, forcément, tu as un minimum d'exemplaires à produire. Tu peux pas faire des micro-impressions comme au Japon. Donc, on est parti avec le soutien de Hang Games qui m'avait encouragé et qui m'avait dit qu'il gérait la distribution du jeu au Japon après le Game Market. On est parti sur 1500 exemplaires. Okay. Ce qui est un gros tirage pour un jeu amateur. Hein. Faut pas... C'est pas du tout une règle, c'est vraiment une exception. Il y a pas beaucoup d'auteurs en fait qui peuvent faire imprimer autant de jeux. Comment dire, souvent c'est des gens comme Toshiki Sato par exemple, l'auteur de Happy City, des gens qui ont vraiment un parcours assez long dans le game design et qui sont très connus au game market, et du coup ils ont une fanbase qui fait que ils vendent 600 jeux dans la journée. Mais nous on a pris un risque, même si le nom de Masato au Japon c'est quand même quelque chose, c'est quelqu'un qui est très connu des joueurs et des joueuses japonais. Et donc, on prenait un risque, on va dire... Mesuré, exactement. Ouais. D'ailleurs, à tel point qu'aujourd'hui, je pense qu'il doit rester une 50aine d'exemplaires à peu près encore disponibles. Donc, on s'en est bien sorti, quoi. Eh ben, écoute, moi, j'en ai un. Donc, voilà, je l'ai reçu il y a quelques jours grâce à Golden Meeple. Voilà, exactement. Donc, c'est très cool. Alors, et aussi, juste avant qu'on parte sur le jeu, les illustrations, c'est Yusuke Mamada. Exactement, Yusuke Mamada, qui est... C'est toi qui l'as proposé ou c'était... Oui, c'est moi qui voulais travailler avec lui parce que, alors, il a fait assez peu de jeux de société, mais il touche un petit peu à tout. Il est plus connu dans le monde de la publicité. Il fait beaucoup de couvertures de livres, principalement dans la culture, l'architecture, ce genre de choses. Et c'est quelqu'un dont j'adore le style. Et en fait, on lui a laissé carte blanche. Donc, on l'a fait jouer à Tokyo. On est allé à Tokyo avec Masato pour le faire jouer. On lui a laissé carte blanche. Il y avait un univers qui était marqué, qui était un univers que Masato voulait conserver. Fantasy typique des jeux de Masato. Hein, c'est un thème sur lequel il exploite beaucoup de ses idées. Et en fait... Comme son nom l'indique, il y a Wizards, on comprend que voilà, il y a des magiciens-magiciennes qui... Exactement. Et en fait, on voulait aussi un titre qui fonctionnait et en japonais et en anglais, ce qui est pas toujours évident, parce que d'ailleurs, le titre en japonais, c'est Wizards Showdown. Donc, c'est exactement la retranscription en katakana, en comment dirais-je, le syllabaire des mots étrangers, de l'anglais en japonais. Et ça fonctionne dans les deux langues. Donc, ça, c'est... Mais je pense que, tu vois, pour le public français, Wizards Showdown, je suis sûr que c'est un petit peu compliqué, quoi. Mais je sais pas, peut-être que je me trompe, hein. Mais j'ai l'impression que c'est pas des mots qui sont évidents à retenir pour, on va dire, la majorité de la population, quoi. Bon, moi je sais que je le prononce sûrement probablement très mal, donc Wizards Showdown, ça va. C'est très bien, c'est parfait. Ça va, ouais. Ça va, ouf, je m'améliore un peu, quoi. Quel talent. Donc, ça c'est Duolingo, ça, hein. C'est grâce à Duolingo, hein. Ouais. Là, Duolingo m'a encore envoyé un message. Maintenant, il m'envoie des messages en me disant machin, donc des amis à moi qui sont sûrs de machin a besoin de toi. La dernière fois, je me suis dit c'est pas possible, qu'est-ce qui lui est arrivé, tout, tu sais, c'est que des messages très toxiques Duolingo quand même. On appelle ça du spam. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est un peu effrayant. Alors vas-y, maintenant tu nous expliques en plus en détail le gameplay. Oui, alors c'est un jeu qui est basé sur le Texas Hold'em, donc la règle qui est aujourd'hui la plus utilisée pour le poker.
Et en fait, on joue avec un deck de 18 cartes. Alors c'est un jeu qui se joue de 3 à 8, sachant que de 8 joueurs, c'est vraiment beaucoup. Je pense que le sweet spot, comme on dit, c'est 4-6. Mais c'est donc un deck de 18 cartes. On va distribuer 2 cartes à tous les joueurs en début de partie, enfin en début de manche. Et il va y avoir des jetons qui sont en fait les mises qui vont être disponibles. Et le principe, c'est que ça va se jouer en 2 phases de mise. Une phase de mise au moment où tu reçois tes cartes, et une phase de mise au moment où il y a la rivière qui est dévoilée, qui est une rivière de 2 cartes, là aussi. Donc au final, si tu vas jusqu'à la fin de la manche et que tu participes en misant, tu auras le choix parmi les 2 cartes centrales et les 2 cartes dans ta main, de garder la combinaison de 3 cartes qui a la valeur la plus forte, la plus élevée. La mise, ça c'est un truc qui est adapté au marché japonais, coréen, etc. Il y a une dimension jeu de vitesse dans la décision, puisque en fait tous les joueurs vont regarder les 2 cartes qui leur ont été distribuées en début de manche au même moment et vont essayer de récupérer le jeton de mise. Ça peut être 1, 2 ou 3 qui les intéresse, mais le plus vite possible. Tu peux aussi ne pas participer à la manche, et dans ces cas-là, on te donne un petit jeton qui te permettra de récupérer des points bonus quand tu gagneras plus tard dans la partie. Et donc en fait, le truc, c'est que la mise, c'est des points que tu peux gagner en fin de manche si tu gagnes effectivement la manche, mais toute la mise que tu as récupérée, si tu perds la manche, ce sont des points négatifs. Donc tous les joueurs commencent à 15 points, le premier à atteindre 30 points gagne la partie. Donc il va y avoir comme ça parfois des moments de yo-yo si les gens prennent les mauvaises décisions. C'est un jeu qui nécessite quelques parties pour bien connaître le deck quand même, faut pas se mentir. Même le deck débutant, parce qu'on a créé un deuxième deck pour les débutants. C'est un jeu qui demande à être rejoué parce que plus les joueurs connaissent les decks et plus la rapidité de décision est pertinente. C'est un jeu que j'aime vraiment beaucoup, évidemment. Ouais. Comme c'est moi qui l'ai sorti, c'est plus facile à dire. Je vais pas dire que je le déteste et que c'est juste par opportunisme commercial, mais non, c'est évidemment un jeu que j'aime beaucoup et j'aime beaucoup le poker. Ouais. Au Japon, c'est un jeu qui est pas beaucoup développé. Depuis quelques années, il y a des clubs de poker qui commencent à apparaître ici ou là, mais la notion de pari d'argent au Japon, c'est hyper compliqué, donc il y a très peu de... Ouais, j'allais te dire, est-ce que c'est le fait de parier de l'argent qui fait que ça ne perce pas? Parce que sinon, c'est quand même le poker est devenu un peu plus mainstream depuis quelques années. Est-ce que c'est ça, c'est le côté parier du vrai argent qui peut poser problème, ouais? Ah bah de toute façon, oui, tout ce qui est pari d'argent au Japon, c'est hyper compliqué. Donc je sais que depuis quelques temps, il me semble que les casinos poker ont été intégrés à la loi, donc c'est possible. Je sais pas si c'est en pot limit ou c'est en no limit, je sais pas dans quelle mesure ça fonctionne. J'imagine que c'est sur un droit d'entrée comme dans beaucoup de tournois en Europe, mais c'est une mécanique qui est souvent reprise pour la force des mains dans les jeux japonais. Oui. C'est notamment sur le scoring. Oui, les combinaisons de poker, tout ça, on en parlait dans les jeux de Kaya Miyano. De Kaya Miyano, par exemple, oui. Dog Poker, Mall Poker. Ou même Mushroom Soup de Yokouchi. En termes de scoring, c'est quelque chose qui est assez classique, assez fréquent et très souvent utilisé par les auteurs et les autrices. Mais c'est vrai que le poker en lui-même et les sensations de poker, c'est pas quelque chose de familier pour la très grande majorité de la population, quoi. D'accord. Et c'est ça que j'aime bien. Et en fait, toute la difficulté du jeu, ça a été de trouver justement ce système de pari. Je sais que tu vois, la décision et la vitesse de décision, c'est pas du tout une mécanique qui fonctionne pour les Occidentaux. Ouais. Mais par contre, je sais que les retours de la Corée, de la Chine, du Japon, etc. sont vraiment très bons. Donc, c'est vraiment une mécanique qui est adaptée en fait au marché du jeu pan-asiatique, je pense. Et en fait, là, tu envisages de le sortir dans une version française ou pas du tout? Oui, parce que pour revenir un petit peu sur la genèse du jeu, c'est un jeu que j'avais présenté à mes partenaires de Spiral, qui nous a intéressés à un moment, puis finalement on avait un peu laissé tomber le projet. Et cette nouvelle forme du jeu, même s'il y aura beaucoup d'aménagements en fait dans sa version Spiral définitive, a de nouveau convaincu mes 3 camarades. Et du coup, on a, après la sortie de la version japonaise, il y aura bientôt une version française qui sortira normalement sous une forme un peu différente. Ok. Donc voilà, c'est comme un boomerang. Avec les mêmes illustrations quand même? Avec les mêmes illustrations, bien sûr, avec Yusuke Mamada, qui est, pour le coup, ce sera son premier jeu illustré en France.
Au Japon, il a principalement illustré des murder mystery, donc on s'éloigne un peu du jeu de société. Donc on réussit à pas trop déroger à la règle de Spiral qui est de toujours utiliser des gens nouveaux. Ok. Bon bah écoute, moi je l'aurais dans sa forme d'origine et pas la forme francisée du coup. Ah là là. Ouais, la classe. Je peux me la raconter un peu quoi. Ces imports illégaux là, on dirait cargo noir quoi. Mais oui, tu sais, en plus ça fait tout un trafic parce que c'est du Japon par la Belgique, ça revient en France, ça fait très. Ouais. Voilà. Est-ce qu'il y avait d'autres jeux dont tu voulais parler ou pas ? Oui, alors il y avait un autre jeu qui s'appelle Dodichitore, qui est un jeu de Taiki Shinzawa, qui est un jeu de Défausse, qui est probablement un des jeux c'est la première fois que je pense être assez déçu par un jeu de Taiki. C'est un jeu de Défausse où il y a vraiment une toute petite mécanique twistée, c'est-à-dire que il y a 2 cartes, c'est le 11 et le 12, qui peuvent servir de 1-1 ou 1-2. Et c'est le seul ajout en fait à un jeu de Défausse assez classique. J'ai trouvé ça assez fainéant en termes de game design. J'imagine qu'il a fait le jeu très très vite comme souvent avec lui. Mais voilà, c'est la première fois qu'un jeu de Taiki ne me convainc pas du tout quoi. C'est pas arrivé depuis très longtemps. Ouais, bah, de toute façon, je crois que tu nous avais dit que lui, il fait un peu des jeux de pli Défausse, un peu comme comme il respire, non, enfin c'est un peu. C'est ça. Peut-être même trop parfois. Il a toujours des idées super. Hein. Dans ses jeux de pli récemment, il y en a aucun qui m'a déçu. Hein. J'ai toujours aimé ses créations. Là, j'avoue que j'avais hâte d'y jouer en fait, parce que je voulais voir comment il allait tourner un petit peu le jeu de Défausse, et voir s'il allait ajouter quelque chose un peu à la Shinzawa, mais au final, il a apporté tellement peu de variations sur les règles et les mécaniques habituelles que c'est assez décevant. D'accord. Mais voilà, ça arrive, même au meilleur. Et alors c'est drôle parce qu'en regardant, je voyais un autre jeu de lui qui était annoncé pour 2026, Trick to the Future, mais en regardant, je m'aperçois que c'est la réimplémentation de Twinkle Starship. Oui, exactement, qui était sorti chez Allplay de mémoire. Écoute, la couve Trick to the Future là, c'est quelque chose. Hein. Je sais pas si tu l'as vu. Attends, je vais regarder. Si tu vois la couve avec une énorme. Oh là là, mon Dieu. Ouais, c'est pas trop la même. Non mais là, c'est assez perturbant. Enfin voilà. Je suis désolé pour l'artiste, mais c'est quand même. Ouh là là. Alors c'est marrant parce que l'artiste, il a fait les illustrations d'un jeu qui s'appelle Back to the Future. Donc. Le mec il s'est dit je vais reprendre des trucs que j'ai déjà utilisés sur le projet Back to the Future, je vais modifier un petit peu vitef là. Oui, c'est ça en fait, il a un seul mot qui change, il garde to the future et il change ce premier mot. Mais la couve m'a un peu surprise là, je me disais tiens. Ah oui, c'est pas dingo hein. Je suis désolé pour Georges Bletsis mais ouais, mais parce qu'en fait quand tu vois les jeux de Shinzawa, tu sais que tu les classes puis que tu vois les couves classique, puis d'un seul coup tu vois ça, tu fais waouh, c'est étonnant quand même. J'étais pas préparé à ça. Ouais, surtout quand on est habitué aux couvertures bien léchées de Allplay qui font toujours un beau travail graphique. Là, c'est vrai que c'est vraiment vraiment horrible quoi. Mais bon, désolé Monsieur Bletsi. Ouais, c'est pas. On n'est pas très sympa là, mais bon, je pense pas qu'ils nous entendent, donc tout va bien. Et je me demande si c'est pas Shut the Books qui doit sortir en français bientôt. Il me semble, oui, j'avais entendu ça, mais ça c'est j'aime beaucoup aimé Shut the Books. Ouais. Très très bon, très bon jeu effectivement. J'y avais joué avec qui ? Avec Flavien bien sûr. Évidemment. C'est toujours la réponse, c'est pas réponse A ou non Flavien de toute façon. Pas besoin de chercher. Ouais, donc celui-là, il n'est pas convaincu par ce jeu-là de. Non, vraiment pas. Bon, bah du coup, comme ça, je n'irai pas regarder plus en avant. Je te fais confiance, je n'irai pas regarder plus en détail. Oui, je pense que c'est pas la peine, mais. Ouais. Je sais pas s'il y a autre chose que tu voulais dire sur cette édition du Tokyo Game Market. Toujours beaucoup de Français dans les allées. Justement, c'est la chose sur laquelle j'allais revenir, c'est-à-dire que comme Hisashi a eu le Japon et Hisashi ont eu le premier Spiel des Jahres, forcément ça a créé une nouvelle impulsion encore plus avec l'arrivée encore plus massive d'éditeurs occidentaux. Il y avait notamment Pegasus Spiel, donc qui est l'éditeur allemand de Bombbusters, avec Mathias qui est extrêmement gentil, qui est adorable. mais c'est marrant et vraiment d'une gentillesse absolue. Mais c'était de nouveau l'impulsion pour attirer tous les regards vers le Japon, quoi. C'est un peu dommage, je pense, même si moi je suis basé au Japon et que le Game Market ça reste
un rendez-vous pour moi inratable. Je trouve que c'est quand même un peu dommage qu'on fasse complètement abstraction du reste de l'Asie, alors qu'il y a des créateurs, des créatrices un peu partout en Asie, mais qui n'ont pas accès aux mêmes opportunités. Et on le voit à SN, moi je vois par exemple les auteurs et les autrices coréens, principalement des garçons, mais qui viennent à SN, qui ont une maîtrise de l'anglais qui est hyper fragile, mais qui apprennent leurs règles en anglais pour pouvoir t'expliquer le jeu. Alors faut pas trop poser de questions. C'est impressionnant les efforts qu'ils font par rapport aux créateurs et aux créatrices japonais qui font très très peu d'efforts pour aller à l'international pour présenter leur jeu à des éditeurs occidentaux. Et malgré tout, ils sont pas du tout récompensés. Donc des fois ça m'attriste un petit peu cette situation où tu vois, la Corée, c'est à 2 heures d'avion du Japon. Je comprends pas pourquoi à aucun moment les éditeurs occidentaux se disent tiens. Il n'y a pas plus de si j'allais faire un tour par Séoul, il y a des communautés d'auteurs amateurs aussi, d'autrices amatrices. Pourquoi pas aller faire un tour et prendre rendez-vous avec eux? Non, ça leur vient pas du tout à l'idée, quoi. Pareil pour la Thaïlande, pour la Chine, pour plein d'endroits, quoi. C'est un constat qui est un peu attristant pour moi, mais. Oui. Mais voilà. En fait, on a souvent l'impression que c'est finalement quand c'est déjà confirmé que tout le monde va s'y intéresser. Enfin, c'est toujours... tu vois ? Ah oui, mais de toute façon, là, on est entré dans l'ère de l'opportunisme assez évidente. Mais je pense que ça va apporter du bien, du positif, mais ça va aussi apporter pas mal de négatif, je pense, parce qu'il y a quand même... Il y a des gens, tu vois, il y a pas mal d'acteurs étrangers qui viennent régulièrement au Japon, qui connaissent un peu les auteurs, les autrices, le marché, qui savent comment travailler avec des Japonais, comment les rassurer. Il y a aussi tous des nouveaux qui sortent d'on ne sait où, qui vont essayer de profiter un peu de leur candeur et de leur innocence, quoi. Et ça, c'est toujours un petit peu inquiétant. Mais c'est pas la première fois que ça arrive tout le temps, mais voilà, quoi. Ça va être probablement encore plus important dorénavant. Très bien. Le prochain Tokyo Game Market, ce sera le mois de mai, c'est ça ? Exactement, ce sera en mai. Et voilà, je suis pas prêt. Tu me poses la question piège. J'aurais envie de te dire 16-17 mai ou 23-24 mai, à vue de nez, comme ça. C'est les 23-24 de mémoire. 23-24 mai. Week-end de la Pentecôte, que je pense pas qu'on fête la Pentecôte au Japon. Ah non, absolument pas. Voilà. Bon, en fait, en France non plus, puisqu'on sait, c'est le fameux jour férié qu'on nous avait retiré après la canicule de 2003. Puis alors, on l'a toujours, mais on sait pas. Je n'ai jamais compris si c'était devenu quoi. Enfin. Mais c'est marrant. Je pensais que la France était un pays laïque et c'est que des fêtes chrétiennes. Qu'est-ce qui se passe ? Je comprends pas. Ouais. Écoute, alors là, c'est ces moments-là où je veux tant qu'on me garde un jour férié, j'avoue que j'arrive à me faire avec. Oui, c'est ça. Dans ces cas-là. Ouais. Mais mon œcuménisme aimerait qu'on ait aussi des jours fériés pour les fêtes d'autres, qui ne soient pas que chrétiennes, effectivement, des fêtes religieuses de tout le monde, finalement, ce qui serait plus respectueux. Ouais, parce que tu vois, au Japon, t'as la fête du sport, t'as la fête des enfants, t'as la fête de la mer, ce genre de choses qui sont en fait des jours fériés, mais qui sont complètement décorrélés en grande partie décorrélés de la religion, quoi. Et ça, c'est... Après, le rapport à la religion au Japon, ça a toujours été un petit peu drôle. Ouais. Ok. On se marie à l'église, on fait la Saint-Valentin, enfin bref, il y a plein de choses. C'est un peu toute fête est bonne à prendre, c'est ça, c'est un peu l'idée ou... Ils prennent que le positif et le décorum et ça suffit et tout le monde est heureux comme ça, quoi. Ouais, je comprends l'idée, c'est peut-être pas plus mal en vrai. En tout cas, je prends les jours fériés, il n'y a aucun souci, de partout, pas de problème. Je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon. Et on s'en reparlera du prochain Tokyo Game Market. Et puis, je pense même qu'on va proposer une émission avant le prochain Tokyo Game Market. J'espère que je m'avance pas trop, mais on a une idée que tu as apportée, et que je trouvais super cool. Donc, je pense que ce sera entre les deux émissions du Tokyo Game Market, on proposera une autre émission ensemble. Voilà. Merci encore Iso de ta participation. C'est toujours. Merci à toi pour ton accueil. Écoute, c'est super d'avoir ces informations de première main et je pense du spécialiste du marché japonais en francophonie. Hein. Franchement, on n'a que le meilleur dans ce podcast de toute façon. Et on remercie les auditeurs et auditrices et puis à bientôt. Salut. Oui, à très bientôt. Salut.
Cette émission, enregistrée à distance le 23 janvier 2026, est produite par Paul Gara et Hammer. Toutes les informations utiles et les titres des jeux abordés dans cette émission figurent dans le billet de cet épisode sur notre site lepointdepaulgara.fr en un seul mot. Ce podcast est totalement indépendant. Son contenu est libre et non sponsorisé. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, X, Blue Sky ou Instagram sur le compte de Paul Gara. Et surtout, venez discuter de cette émission et de tout autre sujet sur le serveur Discord du podcast. Merci d'avoir écouté Le Point de Paul Gara et à très bientôt pour une prochaine émission.